c'est incroyable ça. C'est incroyable. Ouais, ouais. Mais incroyable, je pourrais vous en raconter beaucoup. Ouais, parce que l'île de Malte aussi bénéficie un peu de Oui. facilité Oui, fiscale, on va dire, bien sûr. en plus. C'est pour ça que l'argent va là-bas. Et comment dirais-je, il contrôle complètement le jeu. Comme la Banque de France qui ouvre une succursale sur les îles Caïmans, ça vous paraît normal? Ah non, pas du tout. La Banque de France ouvre une succursale aux îles Caïmans. Ouais. C'est pour faire des opérations de Bah mouille. oui, Quoi. bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que la Banque de France, normalement, n'a rien à cacher. Ouais. On me demande aussi, voilà, en quoi l'Opus Dei est une secte. Il y en a qui s'interrogent. Alors, c'est compliqué, mais je donne bien mon point de vue, hein, Ouais, bien personnel. sûr. Ça ne vaut pas plus que ça. Le mot secte, on dirait que ça vient de scission, sectaire, coupé donc. Et si on prend le musulmanisme à son début, au départ, c'est une secte. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, dans la région où Mahomet commence à prêcher, dans cette région-là, la grande majorité du peuple, ce sont des Qurachites. Et lorsque Mahomet commence à prêcher une autre forme de religion, qui est le monothéisme, donc ce qui est devenu ensuite le musulmanisme actuel, eh bien, il a créé une secte. Et c'est une secte tant qu'ils sont minoritaires. Et puis quand ils deviennent majoritaires, c'est plus une secte, c'est la religion officielle, et c'est l'autre qui devient la secte. Donc la secte, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on retire d'un élément global un petit élément, c'est une secte. Et puis si ce petit élément grandit, c'est plus une secte, c'est une religion. Donc si on prend le protestantisme qui s'oppose au christianisme classique, au départ c'est une secte. Et on les appelait de cette façon, on les a désignés sous un tas de noms qui à chaque fois représentaient que c'était une secte. Et puis le protestantisme a pris une telle importance que maintenant c'est une religion. Et puis on peut en dire la même chose pour chaque branche de chaque religion, etc. Mais l'Opus Dei, c'est un petit peu comme... non, il n'y a pas de comparaison. C'est plutôt comme les francs-maçons que comme les jésuites. Les jésuites sont quand même très orientés sur la science. Donc c'est une branche avec une formation intellectuelle qui est quand même réelle et puissante, forte. Le pape, c'est un jésuite, c'est ça? Celui qui est le pape actuel, oui. Ouais, d'accord. On me demande d'ailleurs, c'est vrai, comment on peut faire la différence, c'est quoi ce qui est fondamentalement la différence entre les Illuminati et les francs-maçons? Alors, la différence... Bon, le mot Illuminati, c'est un mot simplement pour dire les illuminés. Les Illuminés. Et dit en forme latine, ça donne les Illuminati. Et les illuminés, c'est un mot qu'on trouve dans les mémoires de Talleyrand, dans celles de Fouché, dans celles de Napoléon, etc. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, déjà, les illuminés de Bavière s'étaient beaucoup fait connaître, et on parlait des illuminés globalement pour parler de tous ces gens qui avaient des rêves de folie, de grandeur, de vouloir conquérir le monde. Et au départ, on les prenait à la rigolade. Et on les prend à la rigolade lisez les mémoires du XVIIIe siècle, de tous les gens qui en parlent, et ils en parlent toujours des illuminés. L'abbé Baruel en parle comme des illuminés. Des illuminés malsains, malveillants, vicieux, etc. Et réussissant quand même à provoquer la Révolution française. Mais en attendant, ils en parlent comme des illuminés. Et le mot Illuminati lui-même, pour ma part, je ne sais pas qui a décidé un beau jour d'utiliser le mot en lui donnant une forme latine ou italienne. Mais ça représente à peu près la même chose. Et donc, si on veut les décrire tels qu'on en parle actuellement sur Internet, on dirait que ce sont les quelques familles qui supervisent l'ONU, supervisent l'OTAN, supervisent l'Europe, etc. Et donc qui supervisent les organismes qui gèrent et qui décident de qui sont les dirigeants. Alors, quels sont les organismes qui décident des dirigeants du monde occidental? C'est essentiellement le Club Bilderberg. Ouais. Aucun dirigeant des grands groupes du monde, que ce soit le FMI, l'OTAN, le Conseil européen, bien sûr, etc., tous les dirigeants sont choisis et décidés du Club Bilderberg et sont membres du Club Bilderberg. Alors, qui dirige le Club Bilderberg? Eh bien, essentiellement, une quinzaine de familles extrêmement riches, et dont les noms ne correspondent pas du tout à ce que beaucoup de gens imaginent en classant toujours les mêmes noms. Parmi ces noms, par exemple, on peut citer Reynolds. Ouais, et pour beaucoup de gens, ça signifie presque rien. Collins, c'est un nom qui signifie presque rien pour un tas de gens.
Et puis si tout d'un coup ils se mettent à chercher, ils vont trouver, ah oui, et toutes les origines, et où ça remonte, etc. Ils arrivent la plupart du temps en Pologne. Mais un type a écrit un bouquin bien détaillé où il cite ses principales familles, c'est Fritz Springmeier. Et je crois qu'il est l'un des premiers à avoir vulgarisé le mot Illuminati, puisqu'il les nomme comme ça dans son livre. Et je crois que lui, il l'a lancé dans la langue anglaise. Alors en touchant la langue anglaise, déjà, le mot Illuminati a pris toute une ampleur dans le monde qui parle l'anglais et qui utilise l'anglais, donc ça va jusqu'à l'Inde. Et puis ensuite, il y a quelqu'un, un aristocrate espagnol, qui a créé un site Illuminati qui est présenté de manière un peu curieuse, qui est présenté de telle manière que sur ce site, il se déclare vraiment comme Illuminati. Il déclare que les hauts gradés des Illuminati, et il cite les mêmes noms à peu près que ceux que Fritz Springmeier, et il présente tout le site comme étant nous sommes une élite bienveillante pour vous, rangez-vous sous nos ordres et ne vous inquiétez plus de rien, on va gérer tout le monde. Grosso modo, le site est fait pour présenter les choses comme ça. Et puis il est resté très peu de temps. Au bout de 3 mois, il a disparu. Mais il y a eu une rumeur comme quoi le roi d'Espagne était celui qui avait commandité ce site. Alors quand on sait que le roi d'Espagne est un peu stupide, on va dire, gentiment, tout le monde sait qu'il est un peu... L'ancien roi Juan Carlos. Oui, Juan Carlos. Il n'avait pas grand-chose dans le crâne, quoi. Tout le monde sait que c'est la reine Sofia qui contrôle tout. Or, la reine Sofia est l'une des principales dirigeantes du club Bilderberg. Et d'une famille directement liée aux grandes familles du monde. Alors, on peut se dire que le roi aurait pris une initiative malheureuse, aurait créé ce site, enfin on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il a lancé le mot Illuminati en espagnol. Et donc ça a touché très rapidement toute l'Amérique du Sud, et donc tous les pays qui parlent espagnol. Alors entre l'anglais par Fritz Springmeier et l'espagnol par ce site, je crois que le mot Illuminati a commencé à se répandre ensuite dans le reste du monde. Et puis pour nous, Français, on pourrait aussi bien dire les Illuminés. Il y a aussi la reine des Pays-Bas. Oui, Béatrice. Béatrice, qui est très mêlée à ça. Oui, c'est la même chose. Ouais, voilà, c'est les familles royales européennes d'ailleurs. Oui, toutes les familles royales. Toutes, de Norvège, Danemark, toutes les familles royales ont un lien avec Bilderberg à un moment donné. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, mais tout ça, c'est le même groupe. Et est-ce qu'on peut... Et toutes ces familles remontent à la Pologne. Ah ouais. Toutes. On peut faire le lien avec toutes. Toutes les familles royales européennes. Et toutes sont liées au franquisme. C'est-à-dire y compris les Britanniques, puisque c'est des Allemands de base, là, Tous. Hein? Vous n'imaginez pas la quantité d'intermariages, de changements de nom, etc. etc. C'est inimaginable. Moi, dans ce livre, je cite un cas d'un type qui est connu dans 4 ou 5 pays différents sous 6 noms différents. Et un comme écrivain, un autre comme espion, un autre comme un noble du pays, etc. Avec des noms, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et on parle de la même personne. Et donc, ces gens... vous avez un cas fameux connu en France, Julius Frey. Ouais. Qui est un cas fameux, puisque ça a été un des révolutionnaires qui poussait, etc. Julius Frey, en réalité, il s'appelle un nom à rallonge polonais. Ses enfants s'appellent de Neudorf, et ses petits-enfants s'appellent de Bourbon. Vous voyez ? Et ça a été comme ça durant 200 ans. 200 ans, ils n'ont pas arrêté de changer de nom avec des noms qui n'ont rien à voir. Et pourquoi la Pologne? C'est vrai ça, pourquoi la Pologne? Pourquoi la Pologne? Parce que c'est un petit peu le berceau du franquisme. C'est vrai que c'est ça, comme dit Pierre Hillard, c'est le berceau du franquisme. Oui. Et toutes ces familles, donc, elles seraient issues de Pologne. C'est ça qui est quand même assez marrant. Quoi. Marrant, disons. Enfin, quand je dis marrant, c'est quelle coïncidence, j'ai envie de dire, parce que ils ont mis combien de temps pour pouvoir... De Pologne, il y a eu quelques particularités. Le Vatican joue un rôle là-dedans. C'est que le Vatican en Pologne avait, pour convertir plus de monde au catholicisme, offrait un titre de noblesse et de l'argent. Alors vous prenez un pauvre mec dans un village qui a rien, etc., en se convertissant au catholicisme, il recevait un titre et de l'argent. Alors il y a eu beaucoup de monde. Ça a intéressé beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui se sont ensuite expatriés, parce qu'on ne reste pas tout d'un coup, quand on est
un paysan au milieu des autres, et puis que tout d'un coup on a un titre de noblesse, on ne reste pas là où on était. Ouais. Donc, et puis il y a eu beaucoup de liens avec l'Allemagne qui était la Prusse à cette époque-là. Et donc il y avait beaucoup comment dirais-je, de confrontations intérieures en Allemagne. Il y avait les loges teutones, qui sont des loges templières, francs-maçonnes et autres, en quantité énorme. Et puis les liens se sont faits, et puis ils ont été financés par 2 banquiers, dont Rothschild, qui étaient déjà des puissances économiques assez importantes. Et bon, et puis ensuite, ils se sont répandus dans le monde entier. Le franquisme existe officiellement dans un seul pays dans le monde actuellement, c'est aux États-Unis, où il y a vraiment la secte franquiste, et ce qu'on appelle les franquistes, qui violent leurs propres enfants le plus jeune possible, les emmènent aux orgies, etc. D'accord. C'est leur norme, c'est leur norme, c'est leur norme religieuse. Mais vous avez des normes religieuses qui paraissent aberrantes à l'un, et l'inverse est vrai aussi. Donc ces mêmes normes que certaines personnes appliquent, les nôtres leur paraissent complètement aberrantes. Ouais. Comme des gens sont choqués que des témoins de Jéhovah refusent la transfusion sanguine. Oui, tout à fait, ouais. Donc on est tous choqués parce que le voisin fait différemment. En revanche, si on réfléchit en termes d'humanisme, alors à ce moment-là, on peut faire un tri parce qu'on a posé une base au départ. Et si on pose comme base au départ l'humanisme, à savoir ce qui est bien pour l'humanité, à la fois en tant qu'individu et à la fois en tant que civilisation, et qu'on cherche le bien, alors on s'aperçoit que le bien, c'est de laisser une personnalité s'épanouir et non pas risquer de l'abîmer. Donc les enfants, c'est sacré. Le bien, c'est que le fort protège le faible, parce que c'est grâce à la solidarité que l'humanité peut évoluer ensemble et se déplacer ensemble et réussir ensemble. Et donc, on prend soin de nos parents. Ouais. On prend soin de... Donc ça, c'est l'humanité. Et cet humanisme-là est une base qui nous sert dans notre civilisation. Maintenant, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dira « ça, c'est pour détruire l'être humain », ce que vous êtes en train de faire, ça détruit l'être humain. Parce que le faible, vous le maintenez et il va se reproduire et vous êtes en train de dégrader la race. Donc si vous voulez que la race augmente et soit de belle qualité, le faible, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Il faut le tuer, il faut l'euthanasier, appelez ça comme vous voulez. Mais si le groupe marche et que lui, il a une jambe cassée, laissez-le en arrière, qui crève. N'allez pas le porter et l'aider. Donc vous avez des gens qui pensent comme ça, et qui pensent faire bien. Parce que le pire, c'est qu'ils pensent faire bien. Alors, quel est le juste raisonnement dans l'absolu? Aujourd'hui, ces gens vous diront, regardez, on a appliqué vos principes de monothéisme, on a appliqué le principe de vos dieux bienveillants, etc. Ça vous a rendu faible, ça vous a rendu inconscient de l'état de la planète, vous vous êtes multiplié, vous êtes maintenant 7 milliards, vous ne pouvez plus vivre. Vous avez détruit votre espèce. Ils auraient raison. Non? Un petit peu, mais pas tout. Ouais, un petit peu, pas 100% quand même. Pas 100%? Il faut arriver à 14 millions pour que là, ils aient raison. À quel moment? Quand il n'y a plus un seul poisson dans aucune mer, dans aucune rivière, à ce moment-là, on pourra dire, ça y est, ils avaient raison. Ouais, bien sûr. Ils ont raison dans un absolu, quoi. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile et les arguments peuvent être faciles des deux côtés. Après, essayer d'être juste et de penser justement, faut trouver un équilibre. Et c'est rarement dans les extrêmes qu'on va trouver l'équilibre. Donc leur extrême n'est pas bon, le nôtre n'est pas bon non plus. Je crois qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. La voie du milieu. Eh ben, on va faire une petite pause, si la régie elle est prête, bien sûr. Voilà, c'est super, elle est prête. Bon, on fait une petite pause et puis on revient juste après, toujours avec Eric. À vous, la régie. Voilà, donc de retour, toujours avec Eric Fioril, pour parler d'émosophie, mais au sens large, hein, si j'ai envie de dire, un peu cette reprise du pouvoir. Alors on a décidé qu'on allait parler un peu d'économie aussi, et puis c'est vrai qu'on m'en a parlé tout à l'heure, en plus aussi de votre vidéo que vous avez fait sur le chômage, et vous me disiez qu'elle était même reprise sur des sites indiens. Donc, ouais. Et il faudrait qu'on en parle un petit peu, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est l'économie, on a l'impression de tout subir, de ne rien comprendre, et de... Alors, pour en parler un petit peu, l'économie... Il y a un livre qui vraiment donne toutes les explications, il s'appelle La guerre des monnaies.
écrit par un Chinois, qui est un économiste mondialement connu, et qui démonte le système, mais alors complètement. Et qui explique comment c'est géré depuis ces familles, qui sont les mêmes toujours. Parce qu'en fait, quel que soit le biais par lequel on passe, qu'on passe par les laboratoires pharmaceutiques, la santé, Monsanto, qu'on passe par les industries militaires, qu'on passe par n'importe quel sujet, quand on remonte tout en haut de voir qui sont ceux qui tiennent les leviers, on arrive toujours aux mêmes familles. Et en l'occurrence, en économie, c'est la même chose. Et lui donne énormément d'informations qu'on peut vérifier, donc qui sont très précises, et explique parfaitement les schémas, tous les schémas de ces derniers temps, etc. Mais moi, je suis pas, comment dirais-je, je suis pas enclin à essayer de faire des démonstrations financières ou économiques, parce que globalement, les gens l'interprètent pas toujours, comprennent pas tous ces schémas bancaires, etc. Et je crois qu'il y a des façons beaucoup plus simples. Et voyons, par exemple, la situation en France. Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui fait que la vie devient plus chère? La manière la plus simple possible. Les prix augmentent. Les prix de quoi? Des denrées alimentaires, déjà? Non. Non. Le loyer? Les prix qui augmentent sont exclusivement l'énergie, les besoins absolus, c'est-à-dire l'énergie, pétrole, électricité, gaz, d'accord? Et les presque besoins, à savoir téléphone, etc. Or, qui contrôle ces prix? Les dirigeants. D'accord? Donc, quand vous avez une société comme EDF, l'électricité, qui, durant les 6 premiers mois de l'année, fait 5 000 millions d'euros de bénéfices. Alors, il faut bien noter les chiffres. On parle de millions d'euros, de milliers de millions d'euros. On parle de bénéfices, on ne parle pas d'un chiffre d'affaires. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on a payé tout le monde. C'est tout ce qui reste juste à se mettre dans la poche. Une fois qu'on a tout payé, les impôts, les machins, et salaire, ensuite, c'est ce qui reste. Si on cherche bien au niveau des hauts dirigeants et des montages juridiques des sociétés, on découvre qu'il y en a beaucoup qui passent par les paradis fiscaux. Donc ça veut dire que ça, c'est le bénéfice officiel déclaré. Donc 5 millions, le vrai bénéfice est beaucoup plus gros que ça. Alors, quand à ce moment-là, les politiciens disent il faut qu'on remonte les prix, comment se fait-il que le Français à ce moment-là, ils ne disent pas il est fou? Pourquoi remonter les prix? Ils n'ont pas fait encore assez de bénéfices, alors que c'est la crise. Et pourtant, c'est là où ils augmentent le plus. Donc, en augmentant le prix de toutes les matières premières initiales, de tout ce qui est besoin énergétique, la répercussion, elle se fait quand le camion, il a dépensé beaucoup plus pour le pétrole pour amener les légumes là, le légume, il a augmenté. Il est plus cher, voilà. Et la répercussion vient sur l'alimentaire et sur tout le reste. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le cacher un peu? On baisse la qualité des produits. Donc pour cela, il y a le principe du Codex Alimentarius qui est maintenant bien mis en place, et donc toutes les grandes surfaces ont des chambres d'irradiation qui permettent que quand un produit n'est plus bon, on le passe dans la chambre d'irradiation et il reprend un bel aspect. Et donc les gens l'achètent, ils rentrent à la maison, ils coupent l'oignon en deux, il est pourri dedans, ils le jettent. Mais en attendant, c'est une technique qui permet d'aller prendre aux pauvres. Parce que la finalité, c'est que le pauvre doit être encore plus pauvre, pour que le riche soit encore plus riche. C'est une finalité qui va de plus en plus loin. Par exemple, les banques françaises, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et ne le savent pas. Les banques françaises peuvent vous prendre jusqu'à 200 ou 300% d'intérêt, mais que aux pauvres. C'est-à-dire, vous avez un salaire, vous avez un accord avec votre banquier qui va vous laisser 1 000 € de découvert régulièrement si vous avez besoin, etc. Et vous avez signé un contrat comme quoi chaque année c'est renouvelable et que ce découvert, vous le faites à 12 ou 15%. Ok ? C'est déjà cher. Mais bon, vous avez cette limite. Mais le pauvre, lui, il n'a pas de contrat. Le pauvre qui est chômeur, qui est RMiste, qu'est-ce que vous voulez. Il n'a pas ce genre de contrat, lui. Lui, ce qu'il a, c'est tout juste de quoi manger. Et puis, un beau jour, il n'y a plus assez d'argent à la banque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer la carte bleue. Et puis, s'il est en découvert, la banque va appliquer ce qu'on va appeler une commission d'intervention. Oui. Commission d'intervention. Et la commission d'intervention, les fameuses commissions d'intervention. Et la commission d'intervention, elle a un prix fixe. Oui.
Donc ça va être dans une banque 15 euros, dans une autre 20 euros. Mais pour 15 euros, on vous autorise à faire une carte à 8 euros. Oui, c'est ça. Bah, Donc, vous allez au McDo, vous qui prenez est un coca touché à 1 euro. Oui, vous mais allez qui payer est touché 20 euros de par com. ça? Pas le riche. Uniquement le très pauvre, celui qui est tellement mal qu'il est obligé de faire une petite carte à 8, 10 ou 12 euros et pour laquelle il va payer 16 euros de plus. C'est-à-dire qu'en fait, son produit lui a coûté 28 euros. Et si vous calculez en intérêt, ça fait du 200% ou du 300% des fois. Or, la banque gagne une fortune sur le dos du pauvre. Et ça, c'est particulièrement honteux. Or, qui fait cette loi? Qui autorise ça? Nos dirigeants. Donc nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait au moment de la crise? Et pour la lancer, la crise avait été décidée à la réunion Bilderberg 2005. Elle a été lancée premièrement sur les pays plus faibles, donc Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, etc. En 2006, elle commençait à être très forte. En 2007, j'ai monté une émission où j'étais à votre place, et je recevais des chefs d'entreprise pour dénoncer la crise en Espagne, qui chez nous elle avait commencé, chez vous on n'en parlait pas encore, mais chez nous elle avait commencé. Et donc j'invitais les chefs d'entreprise à une certaine façon de réagir face à cette crise, et surtout je l'avais appelé no hay crisis. Ça veut dire il n'y a pas de crise, c'est un mensonge. Et le mensonge, c'était que le gouvernement espagnol a fait la même chose que le gouvernement français a fait l'année d'après, à savoir augmenter l'essence, etc. Chez nous l'essence était à 50 centimes, elle a grimpé d'un coup à 70. Et ça a fait changer tous les prix et fait grimper tous les prix de partout. Ensuite, c'était l'EDF, ensuite, ça a été les téléphones. Chez nous, les téléphones étaient libres, contrairement à la France. En France, la plupart des Français ne savent pas que dans les autres pays, les téléphones étaient libres. C'est-à-dire que vous entriez dans la boutique, je veux un téléphone, voilà, 6 euros. 1000 pesetas. Pour 6 euros, on vous donnait la puce, votre numéro, et on ne vous demandait jamais une pièce d'identité ni rien. Vous aviez votre téléphone libre et anonyme. Vous donniez votre numéro à qui vous vouliez, mais c'était le vôtre. Et ça, c'était la norme dans la plupart des pays. Alors qu'en France, vous n'avez jamais eu le droit au téléphone libre. Ah non, dès le départ, c'était la carte d'identité, on prend qui est le numéro, etc. Et puis ensuite, ça a été appliqué dans les autres pays. Mais à chaque fois, l'augmentation des tarifs qui se répercute ensuite sur tous les produits de consommation courante, ça commence par l'énergie. Or, qui contrôle l'énergie? Ce sont nos dirigeants. Ouais. Alors quand une société a fait des bénéfices monstrueux et que nos dirigeants décident d'augmenter les prix, c'est pour augmenter la crise. C'est pour appauvrir encore plus les pauvres. Ouais. Alors même si eux, ils touchent des commissions fabuleuses, en attendant, le pauvre, ça ne l'arrange pas. On me dit, alors j'ai des questions, on me demande ce que vous pensez de l'aéroport de Denver, le fameux aéroport. Oui, ce qu'on appelle l'aéroport sataniste. Voilà, avec la fameuse fresque. Oui. Les fresques, etc., c'est la partie visible. La partie moins visible, ce sont les études faites par certains députés, enfin on n'appelle pas ça des députés aux États-Unis, mais il y a quelques politiciens qui ont exigé une enquête sur les fonds disparus lors de la création de l'aéroport de Denver, puisqu'en fait, par rapport au devis, il y a eu environ, si vous voulez, par exemple, pour l'aéroport de Denver, au niveau de la facturation, on vous a facturé 10 000 km de fil électrique. D'accord? Et en réalité, il y en a eu 50 000 km qui ont été livrés. C'est-à-dire qu'en fait, l'aéroport de Denver, il est reproduit 3 fois. La totalité du béton, des terres remuées, de tout, représente comme si on avait construit en tout 4 aéroports. Donc il y en a 3 qui ont disparu. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient créé un immense complexe souterrain qui soit relié à certaines bases déjà d'une certaine distance, avec des trains, avec tout un équipement, et a priori, tout cela existe sous l'aéroport de Denver. D'accord, ouais, j'avais déjà entendu ça sous l'aéroport de Denver. Alors. Après les accès, etc. Et on me demande aussi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez vu cette vidéo des fameuses pierres, les Georgia Guidestones? Oui, avec le nouveau... Et on a une rajoutée 2014, voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Alors, moi-même, je l'ai mis sur mon blog. Il n'y a pas écrit 2014. Il y a un cube avec un 20 d'un côté et un 14 de l'autre. Oui. Donc, c'est pas 2014, c'est nous qui disons 2014. Est-ce que c'est 2014? On ne sait pas. Ensuite, 2014, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas non plus, puisque nous prenons comme base 0.
pour dire qu'on est en 2014. C'était la naissance de Jésus, soi-disant, puisque ce serait notre base pour compter, depuis je ne sais plus quel moine au VIe siècle qui avait été chargé par le pape de calculer la date et tout, et c'est depuis cette époque que nous on a choisi ce système et qu'on l'a imposé au reste du monde. Mais tout le monde ne compte pas comme nous. Il y a des civilisations actuelles pour qui ils ne sont pas en 2014. Certains sont en 2600, je ne sais pas combien, d'autres sont en... donc, eux, 2014, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça correspond à cette année? S'ils ont démarré 10 ans avant, par exemple, pour eux, 2014, ce sera dans 10 ans. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un peu, c'est quoi? C'est de la provoque qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vu que les pierres, elles ont été taguées, ils ne peuvent pas l'ignorer, donc forcément... Alors, il y a... Est-ce que c'est 2014? Est-ce que c'est 20 et 14? Quelle est la signification? C'est pas évident. C'est pas évident parce que il faut quand même pas oublier qu'on est en train de parler de gens qui ont réussi à conserver le club Bilderberg secret pendant 50 ans. C'est-à-dire que durant 50 ans, les plus hauts dirigeants de la planète s'absentaient régulièrement pendant 3 à 4 jours avec toute une armada de sécurité, etc., en secret absolu. Et on est en train de parler d'environ 200 personnes sur la planète simultanément, sans que personne ne le remarque, durant 50 ans. Donc, s'ils sont capables de garder un tel secret durant une cinquantaine d'années, avec des gens qui en plus étaient seulement à chaque fois des invités par rapport au groupe d'origine, il y a toujours les invités chaque année. C'est ceux qui sont reçus pour être jugés si on les met ensuite ministres ou présidents. Donc, s'ils sont capables de garder un tel secret, des choses comme ça, on ne sait pas qu'il y a dans leur tête, quelles sont leurs intentions, pourquoi ils l'ont fait, on ne sait pas. On ne sait pas. En tous les cas, la capacité pour faire fabriquer, pour mesurer, pour faire poser, etc., sans que personne se rende compte, ils ont un pouvoir... On me dit on me dit aussi, mais pourquoi aucun ouvrier qui aurait participé à la construction des souterrains n'en a parlé? Si. Il y a plusieurs témoignages. Il y a des témoignages alors. Si. D'accord. Faut aller chercher sur les sites américains, mais il y a eu plusieurs témoignages. D'accord, de gens qui ont témoigné avoir travaillé et avoir plus qu'à l'aéroport. D'accord. Bon, ben voilà, déjà. Ça fait partie des investigations qui ont été réalisées par ce petit congrès américain qui s'est chargé de cette enquête, et ils ont retrouvé pas mal de témoignages. Mais ils ont aussi expliqué dans quelles conditions travaillaient ces camionneurs. Ils étaient payés, je crois que c'était 5 ou 6 fois plus que le prix normal. Ils étaient pour des très petites périodes et ils n'employaient pratiquement que des Mexicains ou des étrangers exclusivement. D'accord. On me demande, alors bon, c'est vrai que ça passe un peu, il y a un peu pas mal de sujets. On me demande qu'est-ce que vous pensez de la non-existence des avions. Ça, c'est la grande, effectivement, nouvelle théorie soutenue par tout un tas de personnes, comme quoi il n'y aurait pas eu d'avion en fait dans le World Trade. Mais ce serait plutôt des hologrammes, voilà. C'est ce qu'affirment aussi pas mal de pilotes d'avion. De pilotes d'avion, exactement. Eux-mêmes qui disent qu'effectivement c'est pas possible. Et puis il y a eu aussi, je crois, il n'y a pas très longtemps, des démonstrations d'hologrammes. Oui. Qui montrent qu'on peut effectivement complètement visualiser une chose qui n'existe pas. Et la démonstration est tellement flagrante qu'effectivement on peut se demander si c'est pas le cas. Tout à fait. Mais je crois que ça change rien. Je crois que là, en fait, ça sert à rien. On s'en fiche. Il y a bien 5000 personnes qui ont été tuées. Il y a bien 3 immeubles tombés avec 2 avions. Il en manque quand même un. Et l'immeuble est bien tombé quand même, 40 étages. Curieusement, dans cet immeuble, il y avait les 5000 milliards, je ne sais plus quoi, sur lesquels il y avait une enquête en cours, et tous les papiers ont disparu. Oui. Et puis il y avait les bureaux de la CIA qui enquêtaient, la COB aussi, les opérations boursières. Finalement, oui, ça a arrangé tout le monde que cet immeuble... Donc voilà, je crois que peu importe après que ce soit des hologrammes, que ce soit des missiles, que ce soit... peu importe. Il y a des gens qui ont la capacité, le pouvoir de monter un truc aussi énorme et qui ont un pouvoir tentaculaire sur le FBI, la police, la politique, sur tellement de branches qu'il faut s'inquiéter de ça. Après qu'ils organisaient cet attentat-là, ils ont peut-être aussi probablement organisé celui d'Alcalá en Espagne, qui a quand même été immédiatement après le 11-9. Oui, c'est le 11 mars. Curieusement, 911 jours après. 911 jours, voilà, 111 jours après, 111 il me semble.
Oui, je sais plus. Oui, 111, c'est-à-dire c'était 11 septembre 2001 et je crois que c'était 11 mars 2002. Et ça faisait 111 jours, oui, c'est vrai. Bon, mais peu importe, je veux dire, peu importe, même s'ils ont ce pouvoir, même si demain ils peuvent détruire la Tour Eiffel et tuer 10 000 Parisiens, peu importe, ce qui compte, c'est pas s'occuper de chaque acte qui est commis, il faut s'occuper de savoir interdire ce pouvoir. Ce pouvoir n'est pas normal. Le pouvoir de tuer librement, de manipuler les peuples, d'envoyer la France massacrer les Libyens, c'est pas normal. Les soldats français, si demain votre gamin il se recrute dans l'armée française parce que vous lui avez transmis des notions de patriotisme, ou parce que vous lui avez transmis des notions d'honneur, ou parce que vous pensez que c'est bien de défendre la France, et puis que vous arrivez à le convaincre et que lui il s'engage dans l'armée française, son rôle c'est pas d'aller en Afghanistan cultiver les champs de pavots pour les Américains. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je crois qu'il faut revenir à des choses simples, saines, normales, et tous ces concepts-là, je crois qu'il faut s'attaquer aux vrais problèmes et pas aux conséquences du problème. Or, le problème, c'est cette manipulation des peuples qui se fait à travers les gouvernements. Parce que même Donc le problème, c'est le gouvernement. Oui, parce que là, on voit par exemple, on voit énormément de false flags, quoi. Les États-Unis, ils ont augmenté considérablement le nombre de false flags. Là, Mais tout le monde le fait. Ouais, tout le monde. Regardez ces dernières années, on n'en a jamais eu autant, quoi. On en a eu presque tous les. Je veux dire, depuis qu'Obama est arrivé, on a plus que sous bouche, je trouve. Est-ce qu'il y en a plus, ou est-ce que les gens sont plus éveillés pour les voir? Ah, peut-être, c'est Et ça. est-ce que Internet fonctionne de mieux en mieux? Ah, bah peut-être, oui, effectivement, on serait moins à voir, peut-être, oui. Probablement, il y en avait déjà à l'époque de Napoléon. Probablement. Ouais. Non, mais parce que là, là, on a augmenté le nombre de false flags. Récemment, on a vu ces histoires d'égorgements devenues à la mode, hein, donc avec... il y a eu les 2 égorgements des premiers Américains, puis là, le français, mais bon, quand on analyse tout ça, il n'y a rien qui est probant, quoi. On a l'impression que c'est une mise en scène totale, il n'y a absolument rien de convaincant. Oui, mais il y a toujours une tendance qui est la même. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est surtout qu'on s'attache beaucoup moins aux faits, sinon au fond des choses. Or, le fond des choses, c'est quoi? C'est que tout est fait en permanence pour essayer de susciter la haine. Tout est fait contre l'humanisme. On essaye de monter l'opinion des gens contre les musulmans qui sont des barbares, coupant des têtes, etc. On essaye de monter l'opinion publique contre les juifs qui sont les méchants, qui essayent de manger tous les territoires autour. On monte l'opinion, et en permanence, et c'est fatigant. Et puis c'est au niveau international. Mais moi, quand j'entends les ministres français qui sont là sans arrêt en train de parler d'Israël, en train de parler de Gaza, en train de parler... Mais... Premièrement, on a des manques qu'on fait en France. Donc pourquoi on ne s'occupe pas de nos pauvres? D'abord, de nos enfants d'abord. Moi, si j'ai des difficultés chez moi, d'abord je m'occupe que mes enfants aient à manger. Et si mon voisin a un problème, j'irai volontiers l'aider. Mais d'abord, je donne à manger à mes mômes. Oui, mais là, comme la France, elle a piqué dans des guerres aussi. Mais justement, on n'a rien à foutre dedans. On est en Libye, en Irak, en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Est-ce que le Français a voté pour dire, nous, on envoie nos enfants là-bas? Jamais. Donc ce qui est anormal, c'est que on est toujours sous ce système de fond qui permet à ces gens d'agir, qui s'appelle la République, qui leur permet d'avoir en permanence sous la main le contrôle des gens qui nous gouvernent, par lesquels ils font ce qu'ils veulent, et par lesquels ils nous envoient à la guerre, par lesquels ils nous augmentent les tarifs et provoquent notre crise économique, etc. etc. Mais si s'ils n'avaient pas ce pouvoir, si on leur retire la République, c'est fini, ils sont morts, ils n'ont plus rien. Parce que si vous avez un groupe de Français normal et courant qui est choisi dans la rue et qui dirige la France, et puis que les Américains ou ce groupe arrivent en leur disant « Tiens, on voudrait que vous envoyiez vos soldats pour aller massacrer les Libyens », les mecs vont leur dire « On est, vous faire voir, on n'a rien à voir là-dedans. Nous, on a des problèmes en France, on a des chômeurs, on a un tas de problèmes à régler. Donc on s'occupe de nos problèmes. Notre souci, c'est premièrement déjà notre pays. On a toutes nos terres qui sont malades des engrais chimiques, on a nos paysans qui travaillent des 14 heures par jour et qui ont à peine de quoi bouffer, c'est pas normal. Donc on a tellement de problèmes à régler en France qu'occupons-nous déjà de nos problèmes. Or, chez nous, comme partout ailleurs, il suffit de virer le principe de la République pour avoir résolu nos problèmes. C'est-à-dire qu'ensuite, on peut les résoudre. Mais tant qu'on est sous le contrôle de ces gens-là, que ce soit par les francs-maçons ou par n'importe quelle secte, tant qu'on est sous leur contrôle, on n'a aucune chance d'en sortir.
Oui, et puis la République, c'est un outil formidable parce que ils agissent au nom du peuple en tant que représentant. Donc le peuple ne peut plus se plaindre parce qu'on dit que c'est lui qui a pris la décision à travers le peuple. Enfin, c'est très pernicieux. C'est pernicieux. C'est pernicieux au possible comme système. Ouais. Mais c'est fait pour, c'est le premier grand false flag.